Bonjour et bienvenue à ma présentation on va parler de consommation de substances à l'adolescence, puis plus particulièrement en contexte de anxiété et dépression. Les objectifs, dans le fond, sont simples. On va regarder un petit peu le développement de l'adolescent. On va regarder s'il existe des facteurs de risque pour développer une consommation problématique. Quelles sont les conséquences vécues par les jeunes? Quelle est la prise en charge? Et ma réflexion critique en lien avec la thématique. On le sait tous, en fait, la période d'adolescence, là, c'est une période qui a d'importants changements, des bouleversements, dans le fond, que les jeunes vont vivre, tant physiques, psychologiques, sociaux. Puis, c'est surtout entre 10 et 19 ans. On sait que la maturation cérébrale, dans le fond, qui se poursuit jusqu'à l'âge de 25 ans, mais vraiment là, des gros changements là, aller jusqu'à 19 ans. Par exemple, de 10 à 11 ans, c'est vraiment la crise identitaire, c'est le passage de l'enfance vers l'adolescence. 12 à 14 ans, bien là, les jeunes, là, ça va être on va se détacher un petit peu plus de nos parents. Les amis, ils sont hyper importants. La puberté, elle est là. 15 à 19 ans, bien évidemment, les amis sont encore importants, mais on est plus à la recherche d'une compagne ou d'un compagnon, par exemple. C'est vraiment le développement identitaire. Il faut savoir qu'il y a des différences quand même entre les filles et les garçons. Par exemple, la puberté va arriver plus tôt chez les filles que chez les gars, hein. Chez les filles, on va parler vraiment de 10 à 11 ans et chez les gars, un petit peu plus tard, vers de 12 à 13 ans. La phase d'opposition aussi, elle est différente. Elle dure moins longtemps chez les filles que chez les garçons. Alors, c'est des choses quand même intéressantes à connaître. Pourquoi les jeunes consomment? Bien, évidemment, il y a plein de facteurs, plein de raisons, soit par curiosité, par envie d'essayer, pour faire comme les autres, pour se faire des amis, hein. Il y en a que c'est vraiment une façon de se faire des amis. Il y en a que c'est parce que les membres de la famille consomment. Il y en a d'autres, par exemple, que c'est pour oublier certaines choses. Bref, il y a environ 6% des élèves du secondaire au Québec qui auraient une consommation problématique d'alcool ou de drogue. Il y a des facteurs de risque qui peuvent expliquer ou influencer, là, dans le fond, cette consommation, comme des facteurs individuels. On peut parler de troubles de comportement, le fait d'avoir un tempérament plus difficile, être en échec scolaire, par exemple. L'âge de la première consommation a vraiment aussi un rôle, hein. On sait que plus qu'on commence à consommer tôt, plus qu'il y a des risques de rester dépendant longtemps. Les facteurs génétiques aussi, qui sont là pour 40 à 60 donc ce n'est pas à négliger non plus. Il y a des facteurs qui sont liés au milieu de vie. Par exemple, la présence de conflits familiaux. Avoir un membre dans la famille qui a une consommation problématique peut aussi influencer. Être entouré de pères consommateurs ou encore qu'un de nos parents ou les deux parents a des conduites parentales inadéquates. Des facteurs liés au contexte, l'exclusion sociale, la pauvreté, les politiques, des législations, des normes permissives. Passons par exemple ici au Québec où l'alcool elle est légale depuis longtemps, même elle est souvent banalisée. Donc ça peut être un facteur de risque en fait pour l'abus de cette substance. Évidemment, il y a des facteurs de risque, mais il y a aussi des facteurs de protection. On va les passer quand même brièvement, mais avoir une bonne estime de soi, avoir une santé positive, avoir une santé mentale positive, avoir un adulte de confiance à qui se confier, et cetera. Il y en a quand même plusieurs, mais c'est tous en fait des facteurs de protection. Il y a des traits de la personnalité, là, vraiment au niveau de la consommation problématique ou de l'abus de substances. Il y en a 4 traits de la personnalité qui sont à considérer. Par exemple, la tendance aux pensées négatives, on va parler plus de dépression. Il y a la sensibilité à l'anxiété, il y a l'impulsivité et la recherche de sensations fortes. Dans le cadre de notre travail, de mon travail aujourd'hui, on va vraiment parler là, de dépression et d'anxiété, donc c'est les 2 premiers. Et ça, dans le fond, on appelle ça des problèmes d'intériorisation. Puis il y a aussi des problèmes d'extériorisation, comme par exemple, va rentrer là-dedans l'impulsivité, TDAH et la recherche de sensations fortes. Les troubles anxieux apparaissent généralement beaucoup plus tôt que tous les autres types de troubles de santé mentale. On peut même les détecter dans la plus jeune âge, avec il y a des caractéristiques, dans le fond, qui vont faire en sorte qu'on va être capable de remarquer ça, comme par exemple de l'inhibition comportementale. Il faut savoir aussi que les filles sont 2 fois plus susceptibles que les garçons d'avoir des troubles anxieux durant leur vie. Puis, dans la plupart des cas, bien, les troubles de l'humeur vont apparaître avant les problèmes de consommation. Pour appuyer un peu qu'est-ce que je vous explique ici, c'est que selon une méta-analyse, on voit là, ici, au niveau de l'anxiété, que c'est l'âge de vers 5 ans et demi. Dans le fond, il y a comme un pic de jeunes qui peuvent vivre de l'anxiété. On va parler d'anxiété de séparation, par exemple, à ce moment-là. Et on la retrouve aussi quand même assez élevée vers l'âge de 15 ans et demi. Au niveau des substances, dans le fond, avoir des troubles au niveau de la consommation de substances, c'est vers 19 ans et demi qu'il y a une apparition pardon, il y a le pic au niveau de la consommation.
Il y a des données qui sont quand même importantes à connaître. Dans le fond, certains problèmes d'intériorisation, ils peuvent doubler à quadrupler le risque de dépendance à l'alcool, puis ils vont augmenter significativement, en fait, celui de développer d'autres troubles qui sont liés aux substances. Il y a une étude qui a été réalisée en 2017-2018 auprès des élèves du secondaire au Canada, puis 40% des élèves avaient indiqué souffrir d'anxiété et de dépression. Puis de ce nombre-là, il y avait 50% qui étaient des filles et 29% qui étaient des garçons. Fait que ça concorde un petit peu avec tantôt quand on parlait que les filles étaient plus susceptibles de vivre des événements anxieux, par exemple. Et aussi, 60% des élèves avaient mentionné avoir fait consommation de substances. Et là, on est plus à égalité. 60% des filles et 61% étaient des garçons. Il faut savoir aussi que les filles qui souffraient à la fois d'anxiété et de dépression étaient vraiment plus susceptibles d'appartenir à la catégorie de polyconsommation, donc consommer plus d'une substance. La tendance liée aux pensées négatives, on va parler vraiment d'état dépressif, par exemple, mais c'est semblable chez les garçons et chez les filles dans la petite enfance. Mais par contre, la situation elle va changer rendue à l'adolescence parce que les adolescentes sont 3 fois plus susceptibles de développer les troubles de l'humeur que les adolescents. Quand on développe ces troubles-là, il y a plus de risques de dépendance à l'alcool, à la consommation d'opiacés et aussi à la polyconsommation. Alors, si on résume, c'est que les filles sont 2 à 3 fois plus susceptibles que les garçons de souffrir d'anxiété ou de dépression au cours de leur vie. On remarque dans le fond que l'anxiété, elle est observable vraiment tôt dans l'enfance, puis la dépression, pardon, elle est plus remarquable dès l'adolescence. Il faut aussi se rappeler que les adolescents qui ont des manifestations de symptômes anxieux ou de dépression sont plus susceptibles d'essayer des drogues ou de faire l'abus de substances. Puis à long terme, on sait tous que la consommation d'alcool ou de drogue, elle peut accroître l'anxiété et ou la dépression, puis donc on va rentrer dans un cercle vicieux. Il y a des conséquences sur la santé physique, comme par exemple la transmission de TSS grossesse. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis chez des consommateurs de méthamphétamine, puis 18% des jeunes filles se sont retrouvées dans une situation de grossesse non désirée versus 3,1%. Il y a aussi des conséquences sur le développement, dans le fond, neurocognitif. On va associer le cannabis avec baisse de mémoire à court terme, par exemple. Et aussi des décès liés aux accidents. Euh, Pardon. Il y a des conséquences sur la santé mentale. Dans le fond, on sait que l'usage de consommation peut faire apparaître des troubles mentaux. Quelqu'un qui va consommer beaucoup, beaucoup d'alcool peut devenir en état de dépression, par exemple. Ça peut aussi déclencher quelqu'un qui est prédisposé à un problème de santé mentale, par exemple en consommation de cannabis et schizophrénie. Puis, ça peut même être accentuer, en fait, des problèmes qui sont déjà existants, comme quelqu'un qui va être anxieux, qui va consommer ou qui va, par exemple, justement, fumer le cannabis pour calmer son anxiété. Bien, on sait que ça peut accentuer ces problèmes-là puisque le cannabis risque de causer de l'anxiété. Il y a aussi des conséquences psychosociales. Au niveau de l'éducation, dans le fond, ça peut être associé au décrochage scolaire. On a des moins bonnes notes, on est moins motivé. Il y a des conséquences aussi des gestes délinquants qui peuvent être commis, des gestes de violence aussi. On va parler, par exemple, de voies de fait, de violence sexuelle sous l'effet de la consommation. Évidemment, il y a des conflits familiaux qui peuvent apparaître. Si les parents ne sont pas d'accord que le jeune consomme, il va risquer d'y avoir isolement. La personne se referme. Si on est refermé, ben là, il peut y avoir plus de consommation encore. Qu'est-ce qu'il y en est de la prise en charge de ces jeunes-là? On va parler de prise en charge dans le milieu scolaire. Il y a vraiment plein de choses qui se font. Et moi, j'ai sorti le programme ici Préventure. C'est un programme de prévention qui est basé sur des interventions qui sont ciblées sur la personnalité des jeunes. Tantôt, on parlait des traits de personnalité, là. Alors, c'est vraiment fait sur la personnalité des jeunes et ils vont parler de la santé mentale et aussi, dans le fond, ça va faire retarder la toxicomanie, en fait. Fait que c'est quand même vraiment intéressant puisqu'il aborde santé mentale et consommation. Il y a aussi des programmes universels donnés comme par exemple un organisme qui s'appelle Action Toxicomanie. Ça, c'est fait de la 5e année à la 5e secondaire. Ils vont aborder vraiment, par exemple, les bonnes habitudes, l'estime de soi quand on est plus jeune, puis ils continuent dans le fond tout le long du secondaire, mais plus que ça va aller, plus qu'ils vont aborder les substances, vraiment selon les bonnes pratiques qu'on peut faire en milieu scolaire. Il y a aussi de la détection qui est faite avec la grille de dépistage, par exemple, comme le DEPADO, qui va aller détecter si la consommation d'un jeune, elle est problématique ou non. Suite à ça, si la consommation, elle est problématique, évidemment, on doit faire une référence vers un service spécialisé en dépendance si le ou la jeune est d'accord avec ça.
Ma réflexion, puis je vous ai vraiment nommé là, que quelques petites choses qui se font parce qu'il s'en fait quand même beaucoup plus. Ma réflexion critique en lien avec tout ça, bien, je pense qu'on doit faire encore plus d'interventions universelles, plus d'interventions ciblées auprès des jeunes et aussi offrir un soutien aux parents qui est extrêmement important. Je crois vraiment beaucoup en la prévention. Je pense qu'il faut agir vraiment en fonction de la problématique du contexte. Par exemple, avoir des ateliers de prévention dès le primaire. On a vu tout à l'heure que l'anxiété était détectable très tôt. Donc, des ateliers de prévention qui vont vraiment, là, tu sais, on commençait tôt, là, vraiment là, quasiment au préscolaire, puis expliquer que les élèves, ils peuvent vraiment avoir en tout cas, les bons comportements, qu'est-ce qui est attendu, avoir une belle estime de soi. Euh, il faut se fier aussi au contexte. Je parle de bonnes pratiques en milieu scolaire. Ce que je veux dire par là, je vais donner un exemple assez concret. Par exemple, en 6e année, on n'a pas nécessairement le droit d'aborder les substances. Par contre, si on se déplace dans une région où est-ce qu'il y a une problématique de consommation de vapotage euh, et que la majorité et plus des jeunes consomment ou savent qu'est-ce que c'est une vapoteuse, je crois que ça serait important, si on se fait au contexte, de pouvoir aller faire un atelier, par exemple, de prévention dans cette classe-là, pour aborder quand même, puis vraiment agir tôt, agir en amont de la problématique. Je pense qu'il faut avoir plus d'intervenants qualifiés qui vont agir avec bienveillance et qui vont agir avec bienveillance et sans jugement aussi auprès des jeunes. Je pense aussi, je crois extrêmement au travail de collaboration. Donc, aborder santé mentale et toxicomanie, je crois que c'est vraiment important de former des intervenants qui vont avoir cette capacité-là. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben, d'être à l'aise de pouvoir faire une référence à la bonne personne. J'aimerais ça avoir plus d'ateliers comme Air ouverte, hein, des services pour les jeunes là, qui sont maintenant accessibles à certains endroits au Québec. Alors, voici mes références pour mon travail. Merci beaucoup.